deuxième table ronde, elle a été annoncée par Nicolas Harry, président de l'Observatoire, donc qui revient comme participant de cette table ronde, qui parlera des rôles et des usages d'une nomenclature de branche. Alexis Meyer, directeur des affaires sociales de la FFA, Fédération française de l'assurance, et puis Thierry Tisserand, qui a cette fois la casquette de vice-président de l'Observatoire, même s'il a été précédemment, il y a un peu plus d'1 an, président de l'Observatoire, précisant que l'un et l'autre, alors Nicolas Harib et Thierry Tisserand, ont tous les deux, au sein de notre conseil d'administration, donc ces casquettes de président et vice-président, parce qu'ils représentent les deux collèges, collège employeur et collège représentant des salariés au sein donc, de notre conseil d'administration. Donc nous avons vu pourquoi et comment cette nomenclature a été créée, quelle était finalement toute sa logique d'articulation par grande fonction et en quoi elle visait à répondre aux usages divers qu'en ont les entreprises. Là, on est donc davantage à l'échelle de la branche professionnelle et l'objectif finalement, c'est d'explorer les différentes facettes par lesquelles la profession utilise et recourt à une nomenclature des métiers. Dans quelle mesure transcendent-elles les caractéristiques individuelles des entreprises pour mieux montrer leurs traits communs? Il s'agit de comprendre en quoi cette nomenclature est à la fois, ça a été dit, un outil de communication qui montre toute la richesse des métiers et des parcours possibles dans l'assurance, mais aussi un outil de dialogue, une référence mise à la disposition des partenaires sociaux. Outre le fait de disposer d'une personnalité juridique autonome pour ce qui est de l'observatoire de l'évolution des métiers de l'assurance, sous la forme, rappelons-le, d'une association de loi 1901, avec un conseil d'administration paritaire, deux axes complémentaires ont été jugés essentiels dès la création de l'Observatoire. D'une part, disposer d'une nomenclature des métiers de l'assurance, et on vient de présenter la troisième en quasiment 25 ans d'existence, et puis d'autre part, recueillir annuellement des statistiques sociodémographiques sur l'ensemble de la branche professionnelle. Et nous disposons voilà, d'un taux de représentativité qui oscille toujours entre 95 et 98% du total de la profession. Est-ce que les uns et les autres pouvez-vous nous dire en quoi ces deux axes vous paraissent-ils toujours aussi importants aujourd'hui en cette fin d'année 2020? Nicolas, peut-être? Norbert, je veux bien dire effectivement et rebondir sur cette question parce que on l'a bien vu depuis le début de cet après-midi, qu'on est une profession, l'assurance, avec déjà une forte identité. Et cette identité qu'on a un peu tendance parfois à trop partager d'ailleurs entre nous, et sur laquelle il faut inlassablement aller communiquer plus globalement, plus généralement, se caractérise par la richesse de ses ressources humaines. On est un métier à forte composante donc RH qui occupe une place de choix importante dans le pays, dans les activités tertiaires. Et ce qui caractérise aussi ces ressources humaines dans notre profession, c'est la forte valeur ajoutée des métiers qui composent les ressources humaines. D'aucuns d'ailleurs qualifier les ressources humaines de richesse humaine dans notre profession pour ne pas paraphraser ou emprunter à d'autres cette manière de présenter les salariés de la profession. Dans ce cadre-là, l'Observatoire joue plus que jamais un rôle essentiel parce qu'il est, de mon point de vue, fédérateur par rapport à la profession dans la matérialisation de cette identité. Vous l'imaginez au travers des discussions qu'on peut avoir avec les institutions, qu'elles soient politiques, réglementaires, le fait de pouvoir matérialiser ce que nous représentons au travers des travaux menés par l'Observatoire est essentiel. On l'a vu aussi dans la très intéressante table ronde précédente, c'est aussi un instrument essentiel pour l'organisation de nos entreprises d'assurance. Les travaux de l'Observatoire sont un aiguillon dans la construction d'un certain nombre de référentiels qui ont un impact essentiel pour orienter nos travaux. Alors, je dirais peut-être également, c'est que du coup, l'OMA permet à notre profession d'exprimer très concrètement cette identité qui est la sienne sous l'angle RH
elle nous permet de répondre, l'observatoire nous permet de répondre finalement aux questions des qui sommes-nous, ce que nous représentons en termes de ressources humaines et quels sont nos métiers. La singularité que tu soulignais, Norbert, de l'Observatoire, c'est son paritarisme également. Ça en fait un puissant instrument, hein, de mon point de vue, pour notre profession et puis pour son dialogue social par ailleurs. Oui, parce que rappelons quand même que l'Observatoire des métiers de l'assurance est le premier observatoire de branche à avoir été créé en France, hein, dès la rénovation des conventions collectives en 1992, même si physiquement, hein, il a été créé en 1996. Et déjà, à l'époque, même si le conseil d'administration n'était pas paritaire, il y avait un comité de pilotage paritaire, à l'instar de ce que depuis, hein, la loi impose à toutes les branches professionnelles. Ce dispositif et cette recherche de paritarisme était bien présente dans l'esprit des fondateurs. Une seconde réaction, peut-être, Alexis ou Thierry? Oui, bah, très volontiers. Norbert, déjà, tout d'abord, grand merci pour l'invitation, avec bah, le petit regret de ne pas pouvoir vous accueillir en présentiel à la FFA, mais on sait que c'est que partie remise. Et puis, au nom de la FFA aussi, je voulais remercier, féliciter officiellement voilà, tous les experts du groupe de travail, les instances de l'Observatoire, le conseil d'administration paritaire, et puis évidemment l'équipe de l'Observatoire pour tout le travail qui a été fait. Alors, une nomenclature, de quoi s'agit-il? C'est, selon moi, d'abord une cartographie des métiers qui doit être au plus proche de la réalité, on l'a dit, souligné dans la première table ronde notamment, qui doit à la fois être robuste et précise. Alors, ça pourrait être antinomique, mais ça ne doit pas l'être, bien évidemment. C'est le challenge, en tout cas, qui doit être relevé. On doit à la fois être solide et refléter la grande diversité de nos métiers. Nicolas le disait, diversité de métiers, diversité d'activités aussi, diversité de produits, de modes de commercialisation, d'organisation, diversité d'histoire et de culture d'entreprise. Donc, on est à la fois très soudés comme profession, mais à la fois très hétérogène également. Donc, c'est une particularité qui est mise aussi en avant à travers cette nomenclature. C'est vraiment un outil qui est indispensable pour consolider les données des entreprises, pour obtenir, comme on le disait, hein, davantage de visibilité et une connaissance plus fine des métiers. Mais je crois que c'est le point essentiel sur lequel je voulais arriver. Ces données, en fait, elles vont permettre de mieux nous connaître. Et mieux nous connaître pour construire les orientations, notamment politiques de la branche, que ces orientations soient les plus pertinentes possibles. Dans le domaine de l'emploi, de la formation professionnelle, c'est d'autant plus important qu'on est confronté à des évolutions permanentes, de plus en plus rapides, qui sont parfois presque violentes. On a des réformes de la formation professionnelle à peu près tous les 2 ans. On a des évolutions techniques qui nous obligent aussi à une adaptation permanente. Et cette fiabilité des données que l'on a grâce à l'Observatoire, cette connaissance fine de nos métiers, c'est vraiment un atout indispensable pour que justement la profession s'adapte au plus près de ses clients, au plus près des profils des salariés qu'elle engage et des futurs recrues que l'on doit bientôt intégrer dans notre collectif de travail. Thierry, ce sont des points de vue que tu partages également. Oui, en complément de ce qui vient d'être dit, d'abord, je n'ai pas adressé moi-même de remerciements parce qu'il y en a déjà eu de données, mais bon, je peux quand même le faire aussi. Il y a le formidable travail qu'a fait le groupe de travail depuis 1 an. Mais en association, en effet, ça a été précisé tout à l'heure, avec le COPIL, donc le conseil d'administration de l'Observatoire, qui est donc paritaire, qui, de mémoire, s'est réuni quand même 2 fois sur la question, c'est-à-dire on a eu un point d'étape de mémoire, Norbert, c'était au mois de mai, et puis on en a eu un ensuite en décembre également. Et puis également les travaux de la CPNE, parce que la CPNE a été réunie 2 fois sur la thématique. Et la dernière fois, il y a un certain nombre de remarques, d'ailleurs, qui certaines ont été intégrées et d'autres qui pourront être intégrées dans le futur, qui ont été faites. Donc, il y a eu un gros travail
à la fois d'expertise et en même temps paritaire, ce qui est très intéressant, et ce qui me fait dire que les représentants des salariés, c'est quelquefois très intéressant de leur donner voix au chapitre, parce qu'ils sont aussi riches de leur expérience et de leur apport dans de tels travaux. Après, sur la nomenclature, moi, je trouve que, très franchement, alors comme on est à l'approche des fêtes, il y a un très bel emballage. Et quand on déchire l'emballage et qu'on va voir ce qu'il y a à l'intérieur, j'ai trouvé que c'était extrêmement riche et que les travaux qui avaient été réalisés parviennent à un résultat final extrêmement intéressant, en effet, pour pouvoir, du coup, guider nos actions futures et, en tout cas, l'évolution de nos métiers. Je voudrais rappeler quand même que le rôle de l'Observatoire, qui est tout à fait fondamental, hein, l'Observatoire, il étudie, il regarde, il prospecte. Et je pense que là, au vu des travaux qui ont été réalisés, il a véritablement rempli le rôle que les partenaires sociaux souhaitaient lui faire remplir. En tout cas, c'est un outil extrêmement intéressant, extrêmement évolutif également. C'est ça qui me fait beaucoup, enfin, qui me fait parler de prospective, parce qu'on voit bien en fait que cette nomenclature, contrairement à celles qui l'ont précédée, va s'enrichir au fil du temps des travaux qui vont être menés par les observatoires et de notre politique également en matière de formation professionnelle, par exemple, et en matière sociale, ce qui est extrêmement important. Et puis, on a intégré évidemment des travaux qui ont été menés sous ma présidence, mais pas que sous ma présidence, sous celle de Nicolas également, c'est-à-dire les grands rendez-vous de l'Observatoire avec les métiers au temps du digital, qui sont toujours extrêmement porteurs de, comment dirais-je, d'enseignement et en tout cas de prospective, puisque plus ça va aller, plus le numérique va encore envahir nos métiers. Et je dirais qu'on est en train de vivre une période actuellement qui nous montre en effet une très grande, comment dire, concentration, du coup, enfin contraction en tout cas, des habitudes de travail qui va beaucoup influer, à mon avis, sur les organisations de travail et sur les manières de travailler. Et je pense que la nomenclature va nous permettre en effet des adaptations et de suivre aussi les évolutions des métiers. Oui, c'était un peu comme ça aussi qu'on avait positionné cette nomenclature et voilà ce qui m'amenait aussi à cette question, comment est-ce que vous voyez l'articulation de cette nomenclature avec les autres travaux de l'Observatoire, mais Thierry a déjà commencé à y répondre. On a initié finalement un cycle, sans doute voilà, en 2018, lorsqu'on a écrit cette étude un peu fondatrice sur les métiers de l'assurance au temps du digital, qui nous a permis de recenser alors on avait monté là encore, c'était une opération, une étude lourde, puisqu'on avait réuni, interviewé quasiment 120 professionnels dans 17 ateliers métiers, donc sur une année complète hein, d'études et d'analyses, qui avait permis de mettre en exergue les grandes tendances d'évolution transversales à l'ensemble des métiers. Et puis ensuite, de 2018 à 2020, et voilà, pas plus tard que le 20 octobre dernier, on a sorti sans doute la dernière étude de métiers correspondante à ce cycle sur les métiers de la gestion et de la maîtrise des risques. Donc il y a toute une articulation effectivement qui s'opère entre une nomenclature, entre des études thématiques, des études de métiers, des données statistiques. Est-ce que ça correspond aux différents usages dont vous avez besoin à l'échelle de cette branche dans la construction du dialogue social? Est-ce qu'on est bien centré sur cette utilité-là? Dans quelle mesure est-ce que les deux se complètent avec ce qu'on voyait précédemment dans les usages qui peuvent en être faits dans les entreprises? Je peux peut-être commencer, Norbert. Oui. Je vais aussi parler du coup de ce qu'on peut faire, nous, quelles sont nos missions au niveau de la FFA et puis de la branche en matière de promotion des métiers, parce que ça complète complètement ce qui est l'objet de notre webinaire aujourd'hui. Tout d'abord, enfin, je pense que tout le monde qui est autour du micro et des écrans aujourd'hui, on est convaincu,
on est quand même un secteur qui souffre d'un manque de visibilité, qui souffre d'un manque de reconnaissance. Alors, on le voit depuis plusieurs mois. Les assureurs, en gros, n'ont pas de bonne presse. Hein, on va pas dire le contraire. La profession est assez incomprise. Les mécanismes de l'assurance, eux, sont plutôt mal connus, hein, même des autorités publiques au plus haut niveau. L'utilité sociale de l'assurance est plutôt ignorée et son rôle dans l'économie est parfois négligé. Il en va, hélas, de même en partie de nos métiers qui ont besoin vraiment d'être mis en valeur. C'est la profession et c'est les métiers tout à la fois. Et avant d'être reconnu, il faut bien qu'on soit connu, je pense. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel et auquel nous aussi, on essaye de contribuer à la FFA. Vous savez, peut-être, on travaille depuis plus d'un an là, sur un énorme chantier avec l'opérateur de compétences Atlas et puis avec d'autres branches qui composent le secteur de l'assurance, donc les agents généraux, les courtiers et les assisteurs. On travaille tous ensemble pour justement sur des supports de communication qui vont nous permettre d'aller voir à la fois les futurs recrues, donc les étudiants. On commence même à aller voir les collégiens de troisième, puisque c'est à ce moment-là que les élèves ont un premier contact avec le monde de l'entreprise. On va voir les lycéens, on va voir les universités, les grandes écoles, les CFA, les organismes de formation professionnelle. On essaye d'être un peu tout public et également grand public aussi, parce que l'enjeu, il est aussi à ce niveau-là. On peut toucher les parents des futurs recrues aussi de l'assurance pour les convaincre des opportunités qu'on a dans nos métiers. C'est tout ça qu'on essaye de mettre en musique et le rôle de l'observatoire et le rôle de la nomenclature des métiers, c'est un rouage extrêmement important dans cet ensemble que l'on essaye de mettre en musique au niveau de la branche avec les partenaires sociaux. C'est également très important que tout le monde soit partie prenante de cette grande aventure. C'est quelque chose qui est particulièrement noble à mener et à la fois tout autant indispensable pour le bénéfice à la fois des salariés et des entreprises de l'assurance. Merci Alexis. Nicolas, tu voulais également réagir? Oui, enfin, je souscris à ce que vient de nous dire Alexis. C'est vrai que dans la pratique opérationnelle de nos entreprises, hein, les uns et les autres, on voit bien ce déficit d'image. Et lorsque l'on est en démarche de recrutement, hein, et lorsqu'on s'adresse au marché de l'emploi, on a à la fois très souvent de nombreuses candidatures à traiter, mais qui ont des caractéristiques assez opportunistes finalement dans leur arrivée dans nos secteurs d'activité. Et c'est vrai qu'on doit absolument développer, si ce n'est le désir, parce que notre profession recouvre des problématiques et des thématiques qui ne sont pas dans des univers d'attractivité naturelle pour les uns et pour les autres, mais qui permettent de mieux situer aux yeux des futurs salariés, hein, de la profession tout l'intérêt qu'il y a de s'y investir et toutes les sources d'épanouissement professionnel que cela peut recouvrir. Et ça, je pense que les travaux engagés de modernisation, d'actualisation, hein, de la nomenclature sont le pivot qui vont pouvoir orienter les communications de recrutement de nos entreprises, et puis peut-être aussi faire de nous tous, au-delà des professionnels du recrutement, hein, dont un certain nombre d'ailleurs participent à cette conférence aujourd'hui, de l'ensemble des salariés, finalement des ambassadeurs, hein, de nos métiers et de la profession. Alexis soulignait aussi l'importance qu'il y a de peser au niveau des nouveaux OPCO, hein, qui ont été constitués, qui se sont substitués aux anciens OPCA. L'objectif étant pour nous de trouver notre place et de matérialiser ce que sont la richesse de nos ressources et les besoins d'accompagnement du développement des compétences, hein, avec tous les défis que les uns et les autres connaissent. Donc ces travaux
sont des travaux de fond. Ils ont été animés, hein, ça a été dit par les uns et par les autres, mais ils reflètent aussi toute la diversité et l'engagement, hein, de nos entreprises, leurs histoires aussi respectives. Et la synthèse qui en a été faite aujourd'hui est vraiment un levier important pour renforcer cette dynamique de positionnement, de visibilité de nos métiers. Après, c'est la responsabilité de nous tous que de s'emparer, je dirais, de ce bel instrument pour enrichir et alimenter nos politiques et nos actions. Oui, donc une utilité tournée vers l'extérieur pour attirer des jeunes, voilà, et mieux faire connaître notre secteur d'activité, toute la richesse de notre métier. En interne également, ça a été suffisamment indiqué, cité, rappelé pour permettre aux salariés de se situer, de comprendre quelle est leur part contributive à la marge globale d'une société d'assurance et puis gérer leur propre parcours professionnel et voir ce dont ils ont besoin pour pouvoir évoluer. Et puis, il y a cette dimension qui a déjà été évoquée en début de table ronde en tant qu'outil du dialogue social. Donc, l'Observatoire a cette finalité également d'être un lieu de diagnostic. Alors, il y a des lieux de négociation, de revendication et qui sont ailleurs, mais l'Observatoire est un lieu de diagnostic. Alors, mon prédécesseur, je vais si possible le partager. Mais voilà, toute cette construction-là permet d'avoir, grâce à la participation des uns et des autres, donc un certain nombre de travaux à vous présenter. La nomenclature, en l'occurrence, n'a pas de vocation normative, hein, elle n'est pas rattachée aux conventions collectives de l'assurance, mais elle fixe quand même un certain nombre de repères utiles pour nourrir ce dialogue social et en fournissant des éléments objectifs de diagnostic et de suivi des accords négociés. Donc on a déjà un certain nombre de productions qui existent. Est-ce que, alors quelle place ou quel rôle cette nomenclature, comme les autres travaux de l'Observatoire, est-ce qu'on peut revenir sur ce sujet-là pour dire ou préciser quel rôle elle peut jouer dans l'animation du dialogue social de branche? Thierry, peut-être? Je voudrais juste revenir sur la question de la valorisation des métiers, parce que je ne m'étais pas exprimé sur la question tout à l'heure. Je suis allé trop vite, Thierry, pardon. Non, c'est pas grave. Non, juste sur ce point-là, effectivement, moi je pense qu'à n'en pas douter, la nomenclature va nous permettre de mieux valoriser les métiers, enfin nos métiers, sachant que c'est un souci constant des partenaires sociaux depuis maintenant au moins une dizaine d'années, voire davantage, de porter cette valorisation, de mieux faire connaître nos métiers. Alors vis-à-vis des jeunes, il y a quand même une politique actuellement de notre branche extrêmement dynamique concernant l'alternance. Il ne fait pas de doute, mais Alexis a rappelé en effet que l'assurance, ce n'était pas quelque chose de monolithique. On a des problématiques quasiment similaires dans le courtage, chez les assisteurs et chez les agents généraux avec des difficultés de recrutement. Et plus encore, outre la valorisation des métiers vis-à-vis des jeunes publics, on a également un rôle, enfin, cette nomenclature va jouer sans doute un rôle extrêmement important dans le cadre de la sécurisation des métiers, voire des mobilités, parce que des mobilités, qu'elles soient internes ou qu'elles soient intersecteurs. Moi, je suis assez surpris de constater aujourd'hui qu'il y avait, crise sanitaire aidant, quand même beaucoup de salariés qui, du coup, passaient d'un secteur à un autre parce que brusquement, ils se remettent en question et souhaitent, en effet, avoir des professions dans un autre secteur d'activité que celui qui était le leur naturellement. Donc, je pense que la nomenclature aujourd'hui nous présente véritablement les métiers de l'assurance dans toute leur richesse et dans toutes leurs possibilités d'évolution de carrière, dans toutes les possibilités d'évolution de carrière qui peuvent ouvrir. Alors, pour revenir à la question originelle, celle que tu viens de poser en tout cas, traditionnellement, les études de l'Observatoire nourrissent évidemment le dialogue social de la branche. On le voit bien au travers de tous les accords qu'on peut signer. On en a signé quand même un certain nombre au titre de 2020. Je pense notamment à l'accord sur la formation professionnelle et à la gestion prévisionnelle des emplois. Et là, je pense qu'on est en plein, en effet, dans le sujet, c'est-à-dire comment accompagner nos salariés dans leur carrière, comment
leur permettre en effet à un moment donné d'avoir des mobilités dans la même entreprise, voire dans une entreprise extérieure. Moi, je trouve notamment que le thème de la valeur ajoutée est quand même un thème extrêmement important. Qui est porté par la nouvelle nomenclature, et puis le système des passerelles, qui permet en effet peut-être aux uns et aux autres de se situer. Là, on vient de signer l'accord mixité-diversité, c'est pareil. On va faire appel donc à l'Observatoire, à ces données statistiques, mais également s'appuyer sur les travaux de résultats des travaux de cette nouvelle nomenclature. Donc, il me semble que c'est un élément extrêmement important pour les partenaires sociaux que d'en disposer et de disposer d'un outil, comme j'ai dit tout à l'heure, qui soit à la fois prospectif et en même temps évolutif. C'est extrêmement important. J'adhère tout à fait aux propos de Thierry. C'est une de l'Observatoire de pouvoir mettre d'accord à la fois les représentants des employeurs et les représentants des salariés peut-être. L'Observatoire est très présent dans nos négociations. Là, Thierry on a cité un exemple, mais il y en a d'autres très récents aussi. Peut-être d'une manière générale, déjà, l'Observatoire il permet de mettre de l'huile dans les rouages. En matière de dialogue social, c'est important de ne pas avoir trop de grains de sable ou d'irritants. Il nous permet de mettre du contenu là où il y a parfois des postures un peu artificielles, des uns ou des autres. Je ne vise personne. Et il donne de la profondeur là où parfois on reste un peu trop à la surface des choses. Ou autrement dit, il nous donne de la perspective lorsqu'on a un peu trop le nez dans le guidon. Donc c'est à ce à quoi on a la chance d'avoir vraiment un observatoire extrêmement actif, ancien, qui est vraiment bien ancré dans le paysage. Alors, les exemples, Thierry l'a cité, diversité, égalité, voilà, qui vient tout juste d'être signé et qui utilise notamment dans les annexes un certain nombre de statistiques produites par l'Observatoire. On avait l'accord GPEC, formation professionnelle, qui a été signé il y a quelques semaines, où lui, il y a carrément un chapitre entier qui est consacré à l'Observatoire, à son fonctionnement, à son activité. Ou encore récemment aussi, on avait fait en comité paritaire, en commission paritaire, un bilan des métiers commerciaux, et Norbert a été mis brillamment à contribution pour éclairer le débat et le bilan qu'on faisait un an après la mise en œuvre de la nouvelle convention collective des commerciaux non cadres. Donc, quelques exemples pour illustrer mon propos, mais c'est un usage quasiment de tous les jours qu'on a de l'Observatoire dans le dialogue social, et c'est vrai que c'est devenu un élément essentiel et indispensable à nos travaux et à nos discussions. Oui, alors je compléterai peut-être, si tu le permets, Norbert, de l'échelon de nos entreprises, d'assurance dans les propos d'Alexis et de Thierry, parce que très nombreuses entreprises de la profession ont retravaillé récemment leur GPEC, plutôt la gestion des emplois et des parcours professionnels, comme on dit maintenant, la GEPP. Mais ce n'est pas anodin d'ailleurs, ce changement, parce qu'on parle de parcours professionnel et plus uniquement d'emploi et de compétences. Et donc ça illustre bien aussi ce que nous disait Thierry sur le fait qu'il y a aussi des emplois qu'on va pouvoir retrouver dans différents secteurs d'activité, indépendamment de la mobilité à l'intérieur d'une branche professionnelle. Et ça, ce sont des axes très forts de développement. Et le dialogue social en entreprise, il est très important autour de ces thématiques. Il doit être entretenu. Ça doit être fait de manière continue et pas de manière figée. On avait par le passé un peu avec une vision de plan, de planification, des dossiers qu'on ouvrait et puis qu'on laissait vivre et qu'on reprenait quelques années plus tard. Je pense qu'il faut entrer dans une logique très, très dynamique, et à ce titre, les travaux récents de l'Observatoire et la livraison de la nomenclature sont une source précieuse pour alimenter ce dialogue.
Et moi, je suis totalement convaincu du rôle de l'Observatoire dans ce cadre-là, parce qu'on a un formidable instrument dans la profession, un instrument paritaire et légitime, et qui, à l'image de ce qu'Alexis nous décrivait au niveau de la branche, est un formidable outil de travail pour aiguillonner et orienter nos travaux en entreprise. Donc, à ce titre, moi, je qualifierais les travaux de l'Observatoire spécifiquement sur ce sujet, mais comme sur d'autres, comme de véritables leviers du dialogue social dans la profession. Et je suis assez fier, avec tous ceux qui travaillent en lien avec la FFA et avec Thierry, que ce soit un instrument paritaire. Je trouve que c'est ce qui le caractérise, c'est ce qui en fait une singularité auquel la profession est très attachée et a raison. On peut, je pense, les uns et les autres en témoigner. Oui, merci de ces propos élogieux. Il me paraît important de préciser aussi que ce dialogue social, donc à l'échelle de la branche, où la présence de l'Observatoire s'exerce dans le cadre des commissions nationales paritaires emploi et formation professionnelle, mais également lorsque les entreprises, et ça arrive très régulièrement, voilà, dans la distribution des rôles en interne, c'est souvent moi qui me charge de faire ces présentations très régulièrement, quasiment 1 à 2 fois par semaine, et le confinement n'a pas réduit la demande. Les entreprises, sur des ouvertures justement de négociations GEPC ou GEPP, ou simplement pour des mises à niveau dans des CODIR, dans des réunions des CSE, demandent à ce que l'Observatoire, invite l'Observatoire pour venir présenter ses travaux, et puis pour partager les constats qui sont faits à l'échelle de la branche, à l'échelle de la profession, ce qui permet de relativiser un peu la vision que l'on peut avoir au sein d'une entreprise. Donc très régulièrement, on est amené à intervenir dans les entreprises pour faire ce type de présentation des travaux qui sont publics, mais dans une présentation qui, elle, devient privée, y compris à la demande de certaines organisations syndicales, très régulièrement, à l'occasion de colloques ou d'AG, de réunions qu'ils peuvent organiser. L'Observatoire est invité à venir présenter ses travaux et à échanger avec les participants. Donc on retrouve bien cet observatoire à ces différents niveaux. Est-ce que l'un ou l'autre, vous avez envie de rebondir, de réagir, Thierry, Alexis, Nicolas, par rapport à tout ce qu'on a évoqué jusqu'à présent? Non, mais moi j'aurais peut-être envie, mais c'est peut-être quelque chose qu'on aura à programmer, Norbert, mais c'est que on puisse faire un point dans quelques temps, à voir dans quel délai sur cette nouvelle nomenclature, et sur la manière dont les uns et les autres ont pu se l'approprier, qu'on puisse en témoigner, parce que je pense que c'est aussi quelque chose qu'il va falloir faire vivre, et c'est comme, c'est un nouveau-né pour nous, et il faut le voir un peu grandir, et il faut voir comment il se développe, et peut-être aussi intéressant qu'on ait à périodicité comme ça un petit point d'étape, pour voir quel est l'accueil réservé et comment les uns et les autres peuvent s'approprier ce nouvel instrument. Oui, alors ça fait magnifiquement la transition peut-être avec la conclusion de cette conférence. Auparavant, sauf donc si vous souhaitez réagir, je voulais remercier Nicolas, Alexis et Thierry dans l'ordre d'apparition sur mon écran, ce qui n'est pas forcément le vôtre, pour cette participation et puis pour ces échanges francs et directs, comme c'est toujours le cas. Donc un grand merci donc pour vos interventions respectives. Nicolas le situait effectivement, la grande question qui se pose à nous, c'est quelle suite maintenant, comment est-ce que cette nomenclature va-t-elle se déployer dans les entreprises, quel accueil va-t-on lui réserver? On a lancé ce matin même pour les correspondants enquête l'enquête 2021 qui portera sur les données, les chiffres arrêtés au 31 décembre 2020. Donc on n'est pas encore à la fin de l'année, mais il y a quand même 150 000 salariés repositionnés dans la nouvelle grille de la nomenclature 2020.
Donc il y a du boulot. Je pense en particulier, alors pas simplement aux entreprises qui ont le plus de salariés, voilà, qu'on connaît, Groupama, AXA, Covea, Allianz et autres, mais il y a des entreprises qui n'ont pas forcément autant de salariés, mais pour lesquelles le travail va être tout aussi important, parce qu'il reposera peut-être sur un nombre de personnes plus limité. Et donc, on remercie par avance l'ensemble des correspondants qui vont faire ce travail de repositionnement des salariés à la fois sur la nomenclature 2012 et sur la nomenclature 2020 pour nous permettre à terme de disposer véritablement d'une table de passage qui montrera comment la nouvelle nomenclature vient en recouvrement de l'ancienne, selon la même méthodologie que ce que l'on avait fait en 2012, où on avait, si vous reprenez le ROMA 2012, qui portait sur des données 2011, au 31 décembre 2011, à la fin du document, vous allez trouver un tableau qui repositionne la nouvelle grille sur l'ancienne grille. Au revoir à tous et puis à très bientôt. Merci de votre participation active aux uns et aux autres.